Alors, oui, je vais faire un avant-propos qui peut être utile parce que je crois que certains d'entre vous sont des baby-boomers, c'est-à-dire des gens qui sont nés entre 1945 et 1960. Allez, je vais aller jusqu'à 73, le choc pétrolier, va. Hein. Mais il y en a qui sont comme bon, René et moi, on est nés avant-guerre. Alors, je ne vous dirai pas quelle guerre, mais c'était quand même, enfin, ça donne une maturité qui fait la différence avec les baby-boomers. Mais ceci dit, comme je sais aussi qu'il y a quelques jeunes dans la salle, et je les remercie d'être venus, je me permets de dire que si je vais parler des baby-boomers d'une manière critique parfois, c'est d'abord sur un plan social, économique et politique. C'est-à-dire que je ne veux pas, comme certains l'ont fait, le dernier livre que j'ai lu là-dessus, c'est Baby Boomers de Closet, qui est un journaliste de droite tout à fait rigide, et qui n'hésite pas à qualifier les Baby Boomers d'être seuls responsables de ce qui se passe, sans tenir compte, sans analyser le système économique, social et politique dans lequel on a vécu. C'est quand même ce système qui nous a formés, non? Hein? Et puis dites comment on a été sollicité pour être soumis à la publicité et à d'autres choses. Hein? Alors, je ne vais pas tomber dans ce panneau. Je vais tenir compte donc de l'évolution de la mentalité globale, c'est-à-dire de ce que le système a produit. Et puis je ferai la part quand même, parce qu'il y a une part qu'il faut mettre en avant, c'est la part qui revient aux baby-boomers qui n'ont pas su dépasser, je dirais, les bienfaits, je dirais, ce qu'ils ont eu de bon dans le système qui était le leur, le système social, économique, etc., pour mettre en avant quand même des responsabilités dont moi j'ai souffert, parce que j'ai jamais renoncé à mes engagements, et j'imagine que certains d'entre vous qui sont dans la salle ont les mêmes réactions que moi. J'aurais attendu quand même qu'on soit un peu plus exigeant vis-à-vis des responsabilités collectives que l'on a été. Alors si dans je dirais, mon intervention et puis les images que je vais vous produire, je suis parfois sévère, ne le prenez pas pour vous, prenez pour les baby-boomers qui étaient les plus inconscients, n'est-ce pas? Donc, comme ça, je suis libre de dire ce que je veux. Je ne voulais pas me faire taper dessus, vous comprenez? Il faut être clair. Alors, on va commencer par le commencement, parce que sinon, ça n'irait pas. Et je vais vous dire d'abord que c'est une période qui est assez extraordinaire, dans la mesure où, quand on voit dans quel état étaient l'Europe et la France en particulier, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, après ce que j'allais dire nos ancêtres, non mais nos parents et nos grands-parents avaient connu, n'oubliez pas la guerre 14, 18, 10 millions de morts, dont 1 million 400 000, 500 000 Français. Ensuite, après, les Américains se sont lâchés sur l'argent pour jouer à la bourse d'une manière inconsidérée. Ils ont provoqué la crise de 29, qui a amené quelque chose comme 20 à 25 millions de chômeurs en Europe, dont on n'a pas assez parlé. Hein. Mais pensez qu'aux États-Unis, à cette époque, il n'y avait pas moins de 6 millions de chômeurs qui n'avaient rien pour vivre. Hein. Sinon, les soupes populaires, comme quand on pouvait les organiser. Bien, alors ça, c'était la crise de 1929 qui a duré dans les années 30. Hein. En France, on a eu jusqu'à 2 millions de chômeurs, ce qui n'est pas rien quand même. Et puis, après, indirectement, ça a provoqué l'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne. Parce que l'Allemagne était très dépendante financièrement des États-Unis, parce qu'elle avait du mal à se remettre de la Première Guerre mondiale. Les Américains sont venus à leur secours, ont investi massivement. Mais quand la crise financière s'est déclenchée, les financiers américains ont rapatrié leurs capitaux d'Allemagne. Ce qui fait que l'Allemagne s'est trouvée avec, il y a eu je ne sais plus combien de millions de chômeurs, et donc Hitler en a profité pour arriver au pouvoir. Ce qui fait qu'indirectement, grâce à cette crise financière, on a hérité d'Hitler et donc de la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale qui a fait pas moins de 50 millions de morts. Hein. Vous vous rendez compte? Hein. Je veux dire, c'est terrifiant ce qu'ils ont vécu, quoi.
à travers quoi ils sont passés. Et ce qu'il y a de remarquable, justement, et j'arrive à notre sujet précisément, c'est comment ces Français, je parle particulièrement des Français, ont réussi à sauver, je dirais, leur pays après les désastres de 1939-45, d'autant que ces Français n'étaient pas tous du même avis par rapport à Pétain, par rapport aux nazis et par rapport aux résistants. Hein. Alors le général de Gaulle, qui était un homme à la fois réaliste et conciliant, n'a pas hésité à dire au lendemain de la guerre, quand il est revenu au pouvoir, que finalement tous les Français avaient été plus ou moins résistants. Comme ça, il a étouffé les deux problèmes, et bon, ça a évité que les Français se battent sur leur passé, parce qu'ils avaient mieux à faire. Et mieux à faire, c'était de reconstruire le pays. Hein. Et ça a été fait très bien, notamment par le Conseil national de la résistance, qui a travaillé à Alger, déjà dans les années 43-44, pour préparer leur retour en France au moment où Hitler disparaîtrait. Et ils ont fait un travail remarquable. Et il faut dire que dans ce Conseil national de la résistance, c'était très bien parce qu'il y avait toutes sortes de tendances. Et la dominante était communiste, les résistants. Une fois que, évidemment, Hitler, en juin 1941, a attaqué Staline. Parce qu'avant, ils étaient plus ou moins sous l'obédience soviétique. Et dans la mesure où Staline était plus ou moins allié avec Hitler, eh ben, il ne fallait pas que le Parti communiste français soit dans la résistance. Sauf quelques résistants remarquables qui s'y sont mis avant. Et donc, cette intrusion d'Hitler en Russie a provoqué l'engagement très fort du Parti communiste dans la résistance, et un Parti communiste qui avait un avantage sur les autres, c'est que pendant des années, il avait été plus ou moins clandestin. Et il a été organisé d'une manière très très habile. Ce qui fait que pour être dans la résistance, ça l'aidait, n'est-ce pas? Ils étaient plus organisés, plus habiles pour être discrets que les autres résistants. Alors il y avait des socialistes, bien sûr, et puis il y avait des radicaux, et puis le MRP qui était la fraction de droite chrétienne, qui était pour la résistance, alors que l'essentiel de la droite était favorable à Pétain, évidemment. Hein. Donc, vous voyez, c'était très marqué. Alors, ce qui est remarquable aussi, moi je trouve, c'est que le général de Gaulle, qui dans sa jeunesse était maurassien, d'une famille très conservatrice, eh bien, bon, il a réalisé quoi, qu'il devait être d'abord, et c'était remarquable pour moi, il devait d'abord être au service de la France. Et ce qui comptait, c'était les alliés de la France. Et les communistes, il les a acceptés. J'ai trouvé ça d'une grande qualité humaine et politique. Et donc, ce général de Gaulle va prendre tout à fait les décisions que le Conseil national de la résistance avait préparées lorsqu'ils vont arriver au pouvoir en 1945. Et donc, ça sera marqué par deux grandes exigences, deux grands objectifs. Leur mise en forme de la France. Premier je dirais, objectif, qui était très noble d'ailleurs, c'est constituer un État-providence, qui avait été initié un peu en 1936 avec le Front populaire, hein, mais qui n'avait pas pu aboutir davantage parce que Léon Blum n'est pas resté longtemps au pouvoir, et puis après il y a eu la guerre. Et donc, ils ont mis en place cet État-providence en s'arrangeant pour que l'État soit le défenseur de l'intérêt général et le représentant de tous ceux qui, dans la société, ont des situations sociales difficiles. Et par exemple, ça s'est traduit par la sécurité sociale. Hein, c'est énorme, dont on profite encore. Hein. Pensez qu'aux États-Unis, il y a 30 à 40% de gens qui sont vraiment bien assurés, les plus riches, puis les autres, vous trouvez, ma fille aux États-Unis, elle en parle régulièrement, vous avez des gens qui ont des maladies graves et puis qui nécessitent par exemple des opérations, ils n'ont pas les moyens de se le payer, ils sont obligés de passer par Internet, les réseaux sociaux pour faire appel aux gens qui veulent leur donner de l'argent dans la première puissance du monde, vous vous rendez compte, hein?
C'est ça. Puis regardez ce qui se passe en Angleterre, avec la première grève des infirmières depuis un siècle. Hein. On est dans des... Mais je vous dirai pourquoi ça s'est passé là. C'est récent comme phénomène. Et donc, si vous voulez, c'est une excellente initiative, l'allocation familiale, puis après ça va être développé avec le système des retraites et tout. C'est extrêmement utile, surtout dans une période, si vous voulez, où beaucoup de Français étaient pauvres. Hein. Et donc, bon, bah, c'était déjà une sécurité première. Et puis le deuxième objectif de De Gaulle et du Conseil national de la résistance, c'était de développer le pays dans les meilleures conditions. Mais développer le pays par les conditions qui auraient fait horreur aujourd'hui aux néolibéraux, je pense même à notre cher président, comment il s'appelle? Emmanuel, je crois. Moi, je le connais très bien, donc je l'appelle par son prénom, hein, vous voyez. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il considérait que l'État était l'instrument premier de la mise en valeur du pays. Et, bon, ben, ils se sont donné les moyens, dans le sens où l'État français était capable de concentrer l'essentiel des infrastructures entre ses mains. C'est-à-dire tous les services de transport, que ce soit l'aviation, la SNCF, je veux dire, c'était du domaine de l'État, nationalisé. Les banques avaient été nationalisées aussi. Hein. Donc, c'était vraiment une... Bon, puis les mines de charbon aussi, enfin, bon, plein de choses comme ça. Ce qui fait que l'État était des moyens essentiels pour dynamiser l'activité économique, d'autant que c'était accompagné d'un plan. C'était pas la planification soviétique, hein, c'était un plan indicatif, bon, qui était dirigé par Jean Monnet, qui était un homme remarquable aussi, et qui bon, avait pour fonction d'orienter l'économie française vers les secteurs qui devaient être développés. Chaque année, il publiait un plan, un bilan, pour dire, bon, voilà ce qui a bien marché, voilà ce qui ne marche pas encore, et vers quoi il faut investir. C'est donc très utile pour les industriels, vous voyez. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, ce ne serait pas un mal, vu l'état de l'industrie dans lequel on est. Hein. Et puis, je ne parle pas d'agriculture, parce que ce n'est pas non plus très beau, alors qu'on avait une agriculture remarquable dans le passé. Mais éventuellement, j'y reviendrai dans la discussion. Bon, alors, si vous voulez, vous voyez, ces deux objectifs-là ont été remarquablement menés, d'autant que tous les parties prenantes, les partis politiques et les syndicats, y compris le Parti communiste, hein, Maurice Thorez, qui était le président du Parti communiste à l'époque, a très bien dit que bon, il faut savoir cesser une grève, et que ce n'était pas le moment de faire grève, qu'il fallait retrousser les manches pour redresser la patrie. Bon, tout le monde s'y est mis, ce qui fait que bah, entre 45 et 55, en 10 ans, la France s'est relevée. Hein. Bon, c'était pas encore parfait. Hein. Rappelez-vous qu'en 54, l'abbé Pierre était intervenu pour les conditions de logement, etc. Hein. Je veux dire, c'était pas encore merveilleux, évidemment. Mais la France était sortie de son marasme antérieur, et à partir de là, va commencer l'extraordinaire expansion de l'économie française. Vous voyez, et ça sera la période, justement, 55-73, quoi, hein, qui va voir, et ça va vous faire rêver aujourd'hui, qui va voir le PIB, puisque c'est comme ça qu'on calcule, c'est une connerie des économistes bon, stupides qui nous dirigent encore, parce que n'oubliez pas que dans le PIB, on compte que quand, par exemple, il y a une tempête, ou quand il y a un accident grave, qui abîme une ville, ou je sais pas, des voies de circulation, ben comme on reconstruit tout ça, ça compte dans le PIB. On les compte. On compte tout ce qui est négatif parce qu'on ne répare. Mais c'est pas sérieux. Ça veut dire que tous les dégâts environnementaux qui risquent de se développer considérablement maintenant, si on continue avec le PIB, ben notre PIB va progresser. Mais en même temps, on va voir que nos dettes ne vont faire que grossir, vous voyez, hein. Bon, j'en parlerai pas plus des économistes, mais j'ai mon avis là-dessus. Plein de choses qu'il faut dire aussi pour que vous soyez très, très encouragés, c'est que l'augmentation de ce PIB sera de 5,5% par an. Vous vous rendez compte, hein, de 1955 à 1970, parce qu'après ça va commencer à baisser un peu, mais c'est énorme. Ce qui fait qu'en 15 ans, le pouvoir d'achat, le niveau de vie des Français va doubler. Formidable, n'est-ce pas, hein.
Et ça va être un succès assez remarquable, malgré un système économique politique qui ne marche pas très bien. La 4ème République, les gouvernements duraient en général tous les 6 mois. Hein. Un des meilleurs d'entre eux, moi, un homme que j'estimais beaucoup, qui s'appelle Pierre Mendès France, a tenu, lui, 8 mois et 4 jours. Et vous savez par qui il a été mis de côté? C'est une parenthèse que j'ouvre. Il a été mis de côté par le lobby algérien. Il y avait 22 000 grands propriétaires algériens qui ne voulaient absolument pas entendre parler d'autonomie de l'Algérie. Hein, vous vous rendez compte? On était en 56. Hein. Et parce que, bon, Mendès France avait déjà envisagé l'autonomie de la Tunisie, du Maroc, etc. Et ils se sont dit, il va faire pareil pour l'Algérie. Et donc, ils ont fait pression sur les députés pour que Mendès France soit renvoyé. Il a intérêt particulier. Ça ne veut pas vous dire que pour autant, ça va régler le problème. Hein. Reste que cette situation est tellement belle et évidente, si vous voulez, que eh bien, ça va être considéré comme une merveille dont je vais vous faire découvrir les termes. Jean-François Cirinelli, que je vous présente en 2 mots, c'est notre historien spécialiste de cette question, puisqu'il a écrit un bouquin en 2001-2002 sur les baby boomers. Et puis là, il a fait un livre, j'ai mis les dates en dessous, 2045-2021, très récemment, jusqu'en 2021-22, et il dit ce monde que nous avons perdu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a connu la grande période des 30 Glorieuses, hein, de 1945 à 1975, mais après, ça a changé. Mais il ne faut pas dramatiser, parce que ça n'a rien à voir avec la première moitié du XXe siècle. Hein. Bon, il ne faut pas voir les choses trop en noir. Mais c'est quand même une autre période. C'est pour ça qu'il dit que ce monde, nous l'avons perdu. Alors que, regardez, le suivant, il a une autre vision des choses. C'est Jean Saint-Jour, c'est un haut fonctionnaire, bon, donc quelqu'un de la bonne société, qui en plus va devenir banquier après. Alors bon, on ne peut pas dire qu'il va être dans la minorité la plus pauvre, n'est-ce pas? Donc on peut penser qu'il a bien profité de cette période. Et ben, en 71, il va publier ce bouquin « Vive la société de consommation ». Je vais vous en parler parce que il est tellement admiratif que c'est excessif. Alors, je vous en parlerai quand il faudra. Bien, par ailleurs, il y a d'autres personnes qui sont intervenues pour parler de cette période. Donc, je parle de la période, attention, hein, 45-2021. Hein. Regardez, il y a Bernard Smith qui est un intellectuel de qualité, qui est à la fois économiste, sociologue, enfin qui touche à beaucoup de choses, qui a écrit le Peppy Crash, hein, qui montre un sujet que je vais développer un peu parce que bon, c'est un problème réel. C'est le fait que les pépis, les baby boomers, vont vieillir de plus en plus, être de plus en plus nombreux, parce que n'oubliez pas quand même qu'en 45 jusqu'en 70, on a fait beaucoup d'enfants. Hein, et ces enfants se sont fait connaître remarquablement pendant leur jeunesse, n'est-ce pas? On parlera de mai 68 quelques instants après, mais c'était une jeunesse importante qui va bien vivre, puisqu'elle va vivre dans des conditions très bonnes, et donc très vieille. Regardez dans quel état vous êtes à vos âges. Je sais pas, moi j'en vois qui ont largement dépassé. Je vous vois très attentif, là. Les 60 ans. Hein. Oui, je suis sympa quand même. Et, bon. Et donc, il a écrit un livre qui montre ça, surtout que, je dirais, en contrepartie, il montre que les jeunes sont beaucoup moins avantagés dans nos sociétés que les anciens. Et, par exemple, on est le seul pays du monde où le niveau de vie moyen des retraités est supérieur à celui des jeunes.
Hein, c'est quand même bon. Ça demandera quelques explications. Et puis il y en a un autre que je vais vous faire connaître, vous voyez, qui est très clair là-dessus. C'est deux personnages. Patrick Artus est un bon économiste classique, mais assez critique quand même. Il n'est pas trop béni oui-oui par rapport au système. Et puis Marie-Paul Birard, c'est une journaliste qui travaille régulièrement avec lui, et donc qui nous raconte comment nous avons ruiné nos enfants. J'y reviendrai aussi. C'est pas inutile. Et puis le dernier dont je vous ai parlé, là, je ne peux pas l'éviter, parce que celui-là, il m'a agacé. C'est en partie pour ça que j'ai décidé de faire cette conférence. Quand j'ai lu son livre, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Il ne dit pas que des choses stupides, mais par exemple, dans les problèmes contemporains, par exemple, il a une page sur les problèmes environnementaux. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est quand même pas beaucoup. Je sais bien que pendant la campagne électorale, la droite a parlé 2 minutes et demie de l'environnement. Hein, c'est pas, je dirais sa tasse de thé, précisément. Je vais d'ailleurs vous montrer quelque chose pendant que j'y pense. Parce que, regardez, un livre de droite très classique. Vous pouvez lire, là? Non. Eh bien, moi, je vais vous dire, parce que j'ai appris à lire il n'y a pas longtemps. Hein. Ce monde de fous que les écolos nous imposent. Voilà pourquoi certains gens de droite ne veulent pas parler d'écologie pour une bonne raison. C'est que c'est des gens qui sont du côté des industriels, des financiers, etc. Et les financiers n'ont pas intérêt à ce qu'on arrête d'exploiter le pétrole, par exemple. Hein. Mais bon, si avec le pétrole, ça ne serait rien. Comment? Oui, bien sûr. Donc, bon, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer comme livre. Je vais m'en servir après pour éventuellement critiquer un peu tout ça. Reste que ce qu'il faut voir maintenant, c'est ce que ça a donné, cette expansion économique, dans notre vie quotidienne, même si nous étions très jeunes. Certains d'entre nous avaient une certaine maturité et ont pu en profiter. Et donc, regardez un peu ce qui va se produire. Vous voyez, ça c'est la tête de François de Closet. Vous le connaissez? Vous l'avez déjà lu, hein? Bon, je passe. Hein? Vous voyez, vous avez vu ce qu'il met comme titre? Et bon. Ah oui, il faut que je vous parle quand même de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui n'est pas de notre génération, mais qui est de la génération, il a une trentaine d'années, vous le connaissez, Raphaël Guzman. C'est le fils d'un intellectuel assez remarquable, hein, qui était un intellectuel qui a été à un moment donné d'extrême gauche, plutôt pro-chinois, enfin bon, mais bon, il a été bien formé, lui, et il n'a pas pris les travers idéologiques de son père. Il est aujourd'hui député européen. Il a travaillé dans différentes régions, même en Géorgie, enfin bon, c'est un homme extrêmement intéressant. Et il y a quelques années, il a publié son premier livre. Je crois que c'est son premier livre, c'était Les enfants du vide, de l'impasse individualiste au réveil citoyen, où il donne son analyse de la situation dans laquelle il se trouve, le vide, hein, et puis comment faire en sorte que on puisse avoir un réveil citoyen suffisamment fort pour faire face aux problèmes dans lesquels on est. Et c'est un livre que je vous conseille, c'est extrêmement intéressant. Bien, donc lui, il nous dit que c'est pas très beau quand même ce que nous avons laissé comme société du point de vue de la politique, hein, puisque lui, il s'occupe de politique. Vous savez qu'il est marié avec la journaliste Léa Salamé. Sauf que j'ai appris, parce qu'elle l'a dit l'autre jour dans une émission, elle a dit l'autre jour que ça faisait quelque temps qu'elle avait découvert les problèmes environnementaux. Je suis surpris, hein, parce qu'elle aurait pu s'en apercevoir un peu plus tôt. Enfin bon, c'est pas grave. Allez, je ne vais pas faire trop de déviation, parce que je vais me faire disputer après si je tiens 3 heures au lieu d'une. Hein. Parce que vous savez, il y a quelqu'un qui est en face de moi qui veille au grain. Alors, bien. Alors, ces progrès considérables, nous allons les voir. Vous allez voir, en plus, j'ai trouvé, par bonheur, j'avais acheté ça parce que c'était trop beau, la revue Géohistoire.
j'ai acheté ça il y a je ne sais pas combien d'années. C'est la France des 30 Glorieuses, avec beaucoup d'images, de documents. Alors je me suis servi de ça pour que notre ami René me les mette sur écran pour que vous puissiez en profiter. Hein. Alors, vous avez là le grand homme dont je vous ai parlé, qui salue la foule, mais là c'est dans les années 60. C'est pas là au moment où il arrive, vous savez, dans Paris, en tête des résistants. Hein, bon. Mais c'est un homme auquel il faut rendre hommage. Voilà ce que j'ai trouvé comme premier élément pour vous montrer les progrès qui étaient réalisés. Alors regardez dans l'élément donc de gauche, vous avez l'intérieur d'une maison, d'un appartement, où vous avez passe à la vue suivante, elle est plus grande. La vue suivante est plus grande. Oui. Oh, tu connais tout, toi, c'est bien. Vraiment, c'est très bien. Bon, alors je vais faire comme ça. Voilà. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Il sait faire, hein, c'est vrai. Bon. Alors, vous avez vu, je vais vous montrer. Vous avez vu quand même qu'il y a un poêle à charbon. Hein? C'est pas rien quand même. Il y a un broc pour se laver. Pas terrible, mais enfin c'est mieux que rien. Là, c'est quoi ça? Une lampe à huile? À pétrole, vous. Oh, j'aime pas parler de ce mot en ce moment, parce que le pétrole, c'est tellement polluant que bon. Vous avez ici une radio, hein, d'accord? Vous avez la famille ici, puis on peut penser que ce portrait, c'est celui du général de Gaulle. Hein, on peut penser ça. Mais regardez, c'est dans une ville ou un village qui n'a pas de grande maison. Hein? Bon, ça reste encore modeste. Et puis regardez les détails qui nous le donnent. Sur l'eau courante, on est passé de 63% des ménages qui n'y ont pas accès en 1946. 30 ans plus tard, c'est 97%. Et puis, vous savez, moi, je sais pas, l'eau courante, c'est pas rien. Hein. On va s'en apercevoir dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, quand on n'en aura plus, d'ailleurs. Hein. Enfin, bon, c'est autre chose. Le chauffage central, le nombre de foyers raccordés quintuple durant la période pour atteindre finalement la moitié de la population. En 1954 à 53% en 75, c'est pas mal. Le gaz de ville aussi qui arrive, 65% des logements ne sont pas reliés au réseau en 46. La progression sur ce plan sera faible puisque 55% des foyers n'y auront toujours pas accès en 75. Salle de bain, après-guerre, 66% des logements ne possèdent pas un cabinet de toilette. Vous vous rendez compte? En 75, 73% seront équipés. Bon, je ne vous dis pas les 9 étapes de l'histoire de la consommation, vous pouvez lire, hein. Regardez, première collection de prêt-à-porter, enfin moi ça ne me concernait pas trop en 49, mais je sais pas. Ensuite vous avez le CTLM, création de CTLM, crédit pour l'équipement électroménager, ça veut dire que les gens vont acheter à crédit, parce qu'il faut consommer, hein, parce que l'industrie est en marche. 55, première machine à laver, vendue en France. On est compte? 56, 500 000 récepteurs de télévision. J'ai ajouté au-dessus, là, 7 83. C'est pas mal quand même, hein? 57, premier drugstore, Publicis, ouvre sur les Champs-Élysées. Bien. Bon, c'est explicite quand même, hein? Bon, il y a d'autres chiffres parce que je sais que vous les aimez. J'ai pas pu vous en priver. Alors là, vous avez que la mort qui recule, regardez, 67, 62 en 46, 67 pour les femmes, 62 pour les hommes, et ça passe à 77 et 69. Hein. Aujourd'hui, vous savez qu'on est à 83 pour les femmes et 79 pour les hommes. C'est encore progressé, vous voyez. En 46, population française totale en millions, c'est 40 millions. En 75, c'est 52 millions. Et aujourd'hui, nous sommes à 68 millions. Hein. Et ce n'est pas seulement lié aux immigrés, hein, sauf s'ils sont d'origine espagnole ou italienne. Hein. Mais bon, ils ne sont pas considérés comme des immigrés hein, en ce moment. Bon, les immeubles qui sortent de terre, regardez un peu. Hein, 12,7 nombre de logements en millions, 21 millions de logements. Les études se démocratisent, nombre d'étudiants suivant les études supérieures, 154 000 en 48-49. 947 000 en 75-76. Ça augmente sérieusement. Mais ce n'est pas une démocratisation totale hein, de l'enseignement. Hein. C'est un progrès très net. Ensuite, évidemment,
il y a le meilleur, les vacances. Allez, regardez, vous avez vu un peu tout ce qu'ils ont mis sur le toit de la Dauphine? C'est la première voiture que j'ai eue, moi, alors je m'en rappelle. C'était une voiture charmante, non? Agréable à conduire, n'est-ce pas? Hein? Et puis, bon, ben évidemment, c'est les Parisiens qui vont, hein, parce qu'ils sont plus riches que les autres. Hein. Mais regardez comment tout le monde est content, gentil, tout ça. Puis ils ont... Oh, pardon, il faut que je parle dans le micro. Hein. Oui, mais je regarde les départs en vacances, ça me sidère, vous comprenez? Bon, alors vous avez vu ces progrès. Je vais profiter pour vous en donner encore. Les données démographiques, les âges. Les plus de 60 ans, en 1946, ils sont 16%. En 2020, ils sont 26%. C'est pas mal quand même. Hein. Les plus de 75 ans, 3,4%. 1946, 10%. C'est pas mal. Hein. Les naissances, en 1930, c'était 600 000. 1946, 850 000. Vous vous rendez compte ? En 1975, 800 000. En 2020, on est à 720 000. On est le pays d'Europe, avec l'Irlande, qui a vu sa natalité baisser le moins. Parce que vous avez des pays comme l'Allemagne et l'Italie, c'est catastrophique. Quoi. Je veux dire, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est très grave. Alors, le patrimoine, maintenant. Écoutez, les plus de 60 ans détiennent 60% du patrimoine immobilier et financier. C'est pas mal. Hein. Les revenus annuels en 2000, ceux des actifs supérieurs de 2000 à ceux des retraités. De 2000 euros à ceux des retraités, vous vous rendez compte? Et ceux des actifs inférieurs de 2000 à ceux des retraités. Bon, c'est assez différent, n'est-ce pas? Les retraités ont gagné. Hein. Les écarts salariaux entre les 30 et 50 ans, en 90 c'était 15%, en 2020 c'est 40%. Vous retenez ça, hein, parce que je vais y faire allusion tout à l'heure. Vous vous rendez compte? On ne se rend pas compte quand on est retraité. Hein. Taux de chômage total 11%, 15-29 ans 38%. Qu'est-ce qui a marqué là? 40%, c'est pourquoi? Ouvriers employés. Ouvriers, oui. Ouvriers employés, 40%, qui sont pas mal. Les cadres supérieurs, 7%. Hein. 15% des 15-29 ans sont sans emploi, ni éducation, ni formation. Bon, je reprendrai ces éléments tout à l'heure pour vous en informer. Mais vous voyez que c'est quand même très, très utile pour avoir une idée assez précise de la société dans laquelle on vit. Maintenant, je dois vous dire que ces tableaux ne sont pas tout à fait suffisants pour se rendre compte de ce qui s'est passé sur un autre plan. Là, on a vu le plan matériel, sur le plan culturel, sur le plan des loisirs. Et là aussi, vous imaginez, ça a changé. Rappelez-vous votre jeunesse, pour ceux qui l'étaient à cette époque, souvent, vous n'avez pas perdu votre temps. Surtout si vous étiez dans des milieux relativement favorisés. Hein. Moi qui étais dans un milieu plutôt rural, j'ai profité des chardonnerets et des pinsons, mais bon, c'est un chant agréable, mais ça ne vaut pas les yéyés et le rock, vous voyez, pas la même chose, quoi. Alors, je vais vous dire deux mots quand même. Regardez cette dommage, ça, regardez celle-là. Elle n'est pas belle, hein. C'est nos vedettes. Alors, ça dépend des générations et des milieux. Pour certains, bon, c'était Georges Brassens. Pour d'autres, beaucoup plus pour d'autres, c'était Brigitte Bardot. Hein, on peut la comprendre. Vous connaissez celle d'en bas? Françoise Sagan, qui était une petite surdouée, qui a mal vécu sa vie, elle n'a pas su la gérer comme il fallait. Hein. Et puis celui-là, vous le connaissez? Et il faisait des grimaces tellement belles qu'on est obligé de le regarder. Hein. Il était sympathique. Mais c'est pas celui qui est... C'est pas des gens qui ont enflammé, à part Brigitte Bardot, la jeunesse. Hein. Regardez. C'est autre chose. Hein. Je vois dans les yeux des dames un émerveillement, là. Regardez, en plus, il est dans un cadre tout à fait favorable. Hein. Et puis celle-là, je les aime mieux, celle-là, moi. Notamment Françoise Hardy. C'est la plus grande de toutes, à mon avis, de cette génération. Et puis, bon, il y a Sheila, évidemment. Et puis les deux autres, vous les reconnaissez? Vous les reconnaissez pas? Comment? Dick Rivers, oui.
Dick Rivers, et puis son compagnon, qui a fait une carrière beaucoup plus remarquable que lui, qui s'appelle Eddie Mitchell. Bravo, Eddie Mitchell. Bien, et puis maintenant, pour terminer... Ah, non, c'est trop vite. Reviens en arrière. Il faut que je revienne en arrière, merde. Encore. Encore. Non, en arrière, oui. Voilà. Oui, mais il y en a une qu'on a oubliée. Avance une fois. Avance une fois. Tu sais qui c'est qu'on a oublié? C'est le mari de Françoise Hardy. Ah oui. Oui. Avec lequel elle en a bavé plus que... Hein, vraiment... bon. Alors, ces jeunes qui nous ont émerveillés par leurs chansons, etc., ont été aussi, pour une part d'entre eux, des jeunes qui se sont engagés dans la vie politique, la vie sociale, et qui ont gueulé contre De Gaulle. Vous voyez, sois jeune et tais-toi, De Gaulle est en arrière-plan. Hein. À Citroën, les travailleurs balayeront les traîtres et les capitulards. Les peuples vaincront, les impérialistes et la répression. Pas de rectangle blanc pour un peuple adulte. Indépendance et autonomie de l'ORTF. Oui, protestaient pour des causes qui étaient tout à fait sérieuses. Mais il faut dire, hein, il faut quand même avoir cette idée en tête, c'est que ceux qui étaient les meneurs de cette jeunesse, bon, c'était bien sûr cette jeunesse qui était née dans les années 45-50, assez tôt, mais surtout qui venait de milieux aisés. C'est des jeunes qui avaient fait des études, et notamment des études supérieures. Or, à l'époque, tout le monde ne faisait pas d'études supérieures, hein, on l'a vu tout à l'heure. Bon, ça veut dire que ces jeunes étaient de la génération, notamment pour ceux qui ont mis en mouvement mai 68, par exemple, c'était la jeunesse bourgeoise de Paris. Hein. Puis après, bon, ça suivit dans les autres villes de France. Mais vous voyez, comme ces jeunes étaient très revendicatifs, avec souvent le soutien de leurs parents. Parce qu'ils étaient des bourgeois, je dirais, critiques par rapport au système, et qui pouvaient regarder, pas forcément du côté de l'Union soviétique, mais du côté d'une certaine gauche, pour ne pas dire d'une gauche certaine, vous voyez. Et les parents étaient d'accord quand ils voyaient, par exemple, les 68 arts envoyer des objets divers sur les flics, ils n'étaient pas contre. Hein. Bon, d'ailleurs, je ne vais pas vous en priver, mais là, vous voyez, j'ai pris une image relativement pacifique. Hein. Mais vous voyez comment ils sont sur les fenêtres des grands immeubles parisiens. Et puis, quelle couleur ont les drapeaux? Rouge. Ça vous étonne? Attendez, alors, non mais c'est intéressant du point de vue sociologique et idéologique. Je vais vous dire pourquoi. Cette jeunesse, c'est elle qui profite le plus du développement du capitalisme. Hein? Et donc, comment ça se fait qu'elle s'engage dans des, je dirais, défilés, des protestations de ce genre? Ben, c'est simple, c'est des jeunes qui ont fait des études, qui ont appris par le professeur d'histoire, qui était souvent de bons professeurs, que la France avait évolué sur le plan politique et social grâce aux révolutions. Et la révolution, à l'époque, c'était quand même porteur de grandes espérances. Et donc, eux aussi voulaient faire leur révolution. Mais c'était, si vous voulez, plutôt une fantasmagorie qu'une réalité. Ils ne voulaient pas prendre le pouvoir pour en faire quoi, hein? Je veux dire, pour faire quoi mieux? Vous avez vu dans quel état était l'URSS à cette époque, hein? En 68, je veux dire, bon, Staline était mort depuis 12 ans, mais c'est pas pour autant que c'était rayonnant, hein, au contraire. Hein. C'était une catastrophe, même s'il était moins pire que sous Staline. Alors, je vais vous laisser avec mes 68, je sais que vous le regrettez, mais enfin, moi j'ai pas connu ça parce que j'étais au Québec. J'étais prof dans une université, j'étais déjà sérieux, vous voyez, de l'autre côté. Puis, au Québec, en Amérique du Nord, on a fait une évolution des mœurs beaucoup plus lente. Parce qu'il y a l'autre aspect qu'il faut que je souligne. Si mai 68 a éclaté, c'est pas seulement pour des raisons politiques, c'est parce que les jeunes, dont Cohen-Bendit, n'avaient pas accès au dortoir des filles.
c'était interdit. Bon, alors que les jeunes étaient en train de se libérer considérablement sur ce plan-là, et ils ne voyaient pas pourquoi ça ne serait pas possible, n'est-ce pas? Et donc, ils ont commencé à manifester, puis ça s'est développé, puis ils ont développé toutes sortes de récriminations. Et donc, ça veut dire que mai 68 était une révolution, je dirais, des mœurs. Une révolution pour plus de liberté, pour plus de plaisir. Et c'était d'autant plus net que la génération d'avant, les parents n'avaient pas été habitués à ça. Hein. Je veux dire, on était dans les contraintes strictes. Hein. Je ne sais pas, moi j'ai été élevé dans une famille du peuple traditionnel, plus ou moins. Je peux vous dire que les rares fois où je suis sorti, parce que j'étais plutôt dans le sport, moi, eh bien, pour faire une soirée avec les copains, ma mère me disait, tu rentres à minuit. Et puis, à minuit, quand j'arrivais, elle était derrière la porte pour vérifier si j'étais à l'heure. Hein? Vous avez connu ça aussi, vous, des fois, non? Hein? Ça veut dire qu'il y avait une différence de mentalité entre la jeunesse de la bourgeoisie très aisée, très cultivée, très libérale, et ce processus va se développer après, dans les années 70, 80, 90, dans toute la société. Et il y a un phénomène sociologique qui est capital, moi, qui m'a sidéré, c'est de voir que la jeunesse, qui est une réalité très récente, c'est que la jeunesse n'existait pas avant qu'il y ait de l'école. Quand l'école est obligatoire, évidemment, puis d'ailleurs tous les paysans n'acceptaient pas forcément que leurs enfants aillent à l'école, parce que quand il y avait des travaux dans les champs à faire, hein, c'était nécessaire de les faire. Bien, mais à partir du moment où il y a eu l'école, il y a eu des moments où les jeunes ne travaillaient pas, avec les parents, pas autant en tout cas, et donc ils ont commencé à avoir des activités qui leur étaient propres. Hein. Et puis ça s'est développé, plus les jeunes sont allés au lycée, plus il y en avait, puis l'université aussi. Et donc cette jeunesse a réussi en très peu de temps, par son nom, par sa force, mais par la force qu'elle avait aussi acquise de la société en pleine évolution, en pleine ébullition, elle a pu obliger les parents à changer leur mode de vie par rapport à ce qu'était la tradition. C'est la première fois dans l'histoire que ça se produit dans l'histoire de France. Hein, je veux dire, et puis, c'était accepté. Hein, c'était accepté d'une manière assez extraordinaire. Hein, au point que, regardez, bon, je ne vais pas développer, je le ferai tout à l'heure peut-être, mais regardez comment les mœurs ont évolué, y compris chez les adultes. Mais les adultes, attention, à partir des années 70-80, les adultes, c'était des baby-boomers qui avaient grandi. Alors, vous comprenez par exemple que la fidélité dans le mariage, c'était pas forcément la première exigence. Hein. Et l'Église catholique, on a beaucoup souffert. Vous savez qu'aujourd'hui, le nombre de baptisés en France est très restreint. Dans les années 50, c'était 85%. Aujourd'hui, on est à 25% baptisés. Vous imaginez un peu, hein? Bon, mais c'est pas lié seulement aux baby-boomers, hein, c'est un truc plus vaste. J'en ai parlé avec le pape Jean XXII, il est d'accord aussi. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais vous dire quand même une chose, c'est qu'il faut absolument qu'on en vienne à un aspect critique de cette période, parce que il faut quand même être lucide. Hein. Je vais reprendre l'avis de nos amis auteurs là, de ces livres que j'ai recommandés au départ et qui se sont comportés d'une manière excessivement critique. Mais avant, j'ai oublié de dire quelque chose que je viens de souligner là. J'ai oublié de dire qu'un des grands moments aussi, ou un des grands mouvements des modes de vie, des valeurs de cette période, c'est le mouvement féministe. Il ne faut pas oublier, le MLF naît dans les années 70, animé, vous ne devinez pas par qui, Simone de Beauvoir, en personne, avec comme adjointe, ce qui n'était pas rien, Gisèle Halimi, hein, qui était quand même, je veux dire, une personnalité assez extraordinaire, cette avocate d'origine tunisienne, remarquable. Et puis, ils n'étaient pas très nombreux, j'étais quelques dizaines, quoi, hein, de femmes, mais bon, ils se faisaient entendre. Je veux dire, ils étaient capables d'arrêter les circulations, de se faire prendre par les policiers, évidemment en protestant, parce qu'elles demandaient d'avoir des droits
Hein, commencez à le reconnaître. Rappelez-vous, que je me rappelle la date précisément, en 67, il y a eu la loi sur la contraception. Hein, et avec la pilule qui est arrivée. Et puis, avec le mouvement MLF, grâce à une personnalité aussi extraordinaire, Simone Veil, en 1974, il y a eu le droit à l'avortement pour les femmes. C'était le premier mouvement, la première vague du mouvement féministe. Et je dois vous dire que moi, qui observe de très près la société depuis plus de 60 ans, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le seul mouvement d'émancipation que je vois dans la France actuelle, mais en partie dans le monde occidental, c'est l'émancipation des femmes. C'est le seul mouvement. Vous avez vu, avec le mouvement MeToo, qui est parti des États-Unis, comment la condition de la femme progresse, quoi, hein, d'une manière assez remarquable. Et ça, c'est une excellente chose. Bien. Alors maintenant que j'ai dit ça, je vais revenir à mes critiques par rapport à cette société du baby-boom. Regardez ce que le dit Jean Saint-Jour, le fonctionnaire banquier dans Vive la société de consommation. Il dit « Notre société introduit un art de vivre par une amitié active avec les objets. » Amitié active, c'est pas un peu excessif, ça? Non. Hein. Elle permet l'expansion et l'enrichissement de la personnalité. Bon. Certes, je commente, hein, il existe un nouveau mode de vie, beaucoup plus agréable, car plus confortable, plus ouvert sur le monde, par les nouveaux médias, l'automobile, les vacances, c'est indiscutable. Mais quand il ajoute « Les finalités de notre société industrielle sont matérielles, mais aussi liées à la solidarité et au désintéressement, à la gratuité », je me demande si les objets qu'on nous oblige à acheter sont gratuits, moi. Pas tout à fait. Hein. Vous les avez payés. Moi, j'étais trop jeune, mais vous les avez payés quand même. Hein. Donc, il est plus qu'optimiste. Hein. Il oublie les luttes sociales menées par les syndicats contre les patrons, pas toujours désintéressés. Rappelez-vous qu'en mai 68, quand même, hein, la première partie a été occupée, du mois de mai, a été occupée par les étudiants. Mais la deuxième partie, c'était le mouvement ouvrier, hein, qui s'est déclenché et qui a provoqué la plus grande grève de France. Il y avait entre 9 et 10 millions de grévistes, hein, en mai 68. Et Pompidou avait la trouille, il a eu la trouille quand même devant tant de gens qui manifestent, au point que les patrons ont accepté de faire un effort maximum, c'est-à-dire d'augmenter le SMIC de 35%. Alors, moi qui étais syndicaliste, je peux vous dire que quand les patrons augmentent de 35%, ça veut dire qu'ils ont accumulé beaucoup d'argent avant et qu'ils pouvaient augmenter de 35% le SMIC sans se ruiner, n'est-ce pas, hein, c'est logique. Hein, bon. Et puis, bon, il y a eu une augmentation de 10% des salaires. Enfin, bon, c'était un grand moment social. Mais attention, il n'y a pas eu de relation sérieuse entre le monde étudiant et le monde syndical. Hein. Et notamment, celui qui dirigeait à l'époque, le syndicat qui dirigeait, c'était la CGT, qui était la plus puissante. La CGT ne voulait absolument pas entendre parler de mouvement de libération des mœurs. Hein. Pour la CGT, la libération de la femme devait passer uniquement par le travail. Et Madame Thorez, donc la femme du dirigeant communiste, était hostile, elle, à l'avortement. Et c'est pour vous dire que c'était deux mondes totalement différents. Hein. Bon, je ne vais pas insister, mais donc, il ne faut pas quand même exagérer sur cette gratuité de la période. Mais il y a un sociologue qui s'appelle Bertrand de Jouvenel, que vous connaissez peut-être, et qui a remarqué, lui, deux phénomènes essentiels qui contribuent à priver la société moderne de la qualité du bien vivre. Je cite un. D'abord, la domination de la notion de quantité sur toute autre valeur. Il fallait acheter. Hein, bon. Notamment la qualité du bien vivre. Donc, ensuite, l'individualisation exagérée de la consommation au détriment des valeurs collectives que je l'avais remarqué moi à l'époque. Je vais vous montrer des choses comme ça. Vous voyez le MLF, hein, j'ai oublié de vous demander. J'oublie, moi, il faut que René, tu me rappelles. Hein.
elles sont belles, ces femmes. Hein. J'avais une amie qui en faisait partie. Vous avez connu la romancière Annie Leclerc? Non? Qui a écrit Paroles de femmes? Non? On était très amis pendant des années. Vous voyez la consommation? Comment elle a envahi nos vies, hein? C'est dans la revue que je suis abonné, qui s'appelle Alternative économique, je crois. Ou je suis pas sûr, enfin, quelque chose comme ça. Alors, oui, figurez-vous que j'étais responsable syndical, René l'a dit. J'ai été responsable syndical local de l'union locale de Lavore, dans le Tarn, vous connaissez, 30 km de Toulouse. Et puis j'étais responsable départemental, mais surtout régional, où je m'occupais à la région Midi-Pyrénées des entreprises en difficulté, dans tout Midi-Pyrénées. Je faisais 15 000 km par an, en plus de mon travail évidemment, mais c'était passionnant. Et j'allais discuter avec les salariés et les patrons qui voulaient fermer leurs usines. Et ça se développait assez rapidement. Mais en plus, la CFDT avait cette lucidité que je ne trouvais pas à la CGT, encore moins à FO, c'est d'être libre dans sa critique par rapport à la société de consommation. Et la CFDT a publié un livre dans les années 70 qui s'appelle... c'est terrible. J'ai plus la mémoire que j'avais. À 95 ans, c'est difficile. Je retrouverai, je vais la retrouver, je sais plus. Bon, qui critiquait la société, notamment la société de consommation. Et ça a amené la CFDT à faire en sorte qu'une association de consommateurs s'organise. C'était la CSCV, et qui aujourd'hui est devenue la CLCV. Hein. À l'époque, c'était la Confédération syndicale du cadre de vie, donc syndicat, c'était la CFDT. Et puis maintenant que la CFDT avait abandonné ça, c'est devenu la CFDT CLCV, c'est-à-dire le logement, hein, à la place du syndicat. Et donc, moi j'avais organisé une antenne dans l'union locale pour prévenir les gens qui avaient des problèmes vis-à-vis de la consommation. Et je les recevais régulièrement. Et j'ai eu l'occasion d'aller régulièrement voir des jeunes ménages qui construisaient ou qui faisaient construire leur maison et qui n'étaient pas contents de la manière dont les portes étaient mal fermées, les fenêtres, des trucs comme ça. Je n'étais pas un spécialiste des fenêtres, vous imaginez bien, mais j'intervenais auprès des gens qui faisaient ce travail pour leur dire que c'était pas bien et que ça pouvait aller plus loin si ils ne remédiaient pas au problème. Donc c'était pas mal. Mais surtout, ce qu'on avait dans l'idée, nous, déjà, c'est de faire en sorte que cette association de consommateurs ait une démarche critique vis-à-vis de la consommation pour que les gens qui consommaient beaucoup, avec la pub qui commençait très fort, eh bien, que cette consommation soit vue d'un point de vue critique, que les gens soient capables d'analyser les objets qu'ils achetaient, la nourriture qu'ils consommaient. Mais je peux vous dire que j'en ai pas vu beaucoup. Hein. C'est-à-dire, on a bouffé tout ce qu'on pouvait sans en tenir compte beaucoup. C'était un manque de sérieux dans une période où on était envahi par la consommation. Bon, je ne vais pas insister plus, sauf que j'ai lu ce qu'a dit le philosophe, vous connaissez peut-être le philosophe Henri Lefebvre, que j'aimais beaucoup. Il était capable de parler du quotidien de la société, lui. Il écrit ceci: l'image publicitaire double non seulement la matérialité sensible de l'objet, mais le désir et le plaisir sont doublés en même temps. Elle les situe dans l'imaginaire et prend donc l'importance d'une idéologie. Autrement dit, elle formate les esprits. Et c'est vrai. C'est vrai, hein, au point que, regardez, ce philosophe allemand, non, qu'est-ce qui se passe? On l'a pas mis? Tu veux? Non, oui, vas-y. On l'a oublié. Ah, je sais pas. On l'a oublié, c'est dommage. C'est ça. Bon, je vous laisse sur la consommation. Au point, oui, qu'un philosophe allemand a parlé, lui, de terrorisme publicitaire. Et je ne sais pas si vous suivez toujours les émissions
de France Télévisions ou de France Inter et tout ça, maintenant qu'on ne paye plus de taxes, vous avez vu à quel point la publicité a envahi les écrans. Ouais, c'est encore le célèbre Emmanuel qui a décidé tout ça tout seul, sans nous en parler. Hein? Je ne sais pas avec qui il avait affaire pour qu'il fasse plus d'argent, je ne sais pas, enfin, peut-être, je ne sais pas, vous savez. Moi, je suis prudent là-dessus. Alors, reste que on va terminer cette période parce que arrive en 73 un événement, bam, qui va frapper fort. Regardez, alors là, j'ai eu toute la courbe, vous en pouvez profiter. C'est la courbe qui va de 1970 à 2022, vous voyez. C'est la courbe qui montre les chocs pétroliers. Alors, vous voyez les premiers. Le premier, c'est 1900... Oh, il faut que je mette mes lunettes, puis je connais d'ailleurs, 1973. Oui. Et puis l'autre, le deuxième, c'est 79. C'est 79, hein. C'est les deux premiers dont je vais vous parler. Le premier, il succède à une, je dirais, réaction tout à fait normale des pays qui produisaient du pétrole largement, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, etc., mais aussi le Venezuela, etc., qui produisaient du pétrole pour les Occidentaux à un prix qui était plus que dérisoire, 4 $ le baril. Vous vous rendez compte? 4 $ le baril, on pouvait en consommer, hein? Et on ne s'en privait pas. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, les gens d'Arabie Saoudite étaient peu nombreux et ils étaient bédouins. Alors bon, une fois qu'on a acheté 1, 2, 3, 4 chameaux, bon ben, hein, on ne peut pas dépenser plus. Donc ça leur allait bien. Mais tout d'un coup, ils se sont dit, on a une fortune possible. Donc on peut développer une société plus moderniste. Et à ce moment-là, ils se sont dit, bah, il faut qu'on augmente le prix du pétrole. Et le prix du pétrole, écoutez bien, il est monté à 16 $. Hein. Ça veut dire qu'il a été multiplié par 4, ce qui n'est pas mal. Hein. Bon. Les Bédouins ont pu commencer à conduire des motos. Vous voyez, je ne vais pas très loin encore, mais puis après, ils vont faire beaucoup mieux. Hein. Et puis, c'est pas tout, parce que 6 ans après, 79, la fameuse révolution iranienne islamiste a provoqué une crise pétrolière aussi considérable, parce que les Iraniens produisent du pétrole, et ils en ont profité, et puis les autres les ont soutenus fortement pour que le prix du pétrole augmente, et regardez, le prix du pétrole est passé à 32,7. Autrement dit, en 72, il était à 4 $, après il était 32, multiplié par 8. Vous imaginez un peu, hein? Bon. Et attendez, alors bon, j'arrête là parce que ça va provoquer, bien sûr, une crise économique en Occident. Hein. Mais regardez après, bon, il va y avoir une période de tranquillité, mais regardez après tout ce qui va se passer en an 2008. Vous savez ce que c'est 2008, hein? Moi, j'étais très gêné, enfin, je peux vous en parler quand même, puisque j'avais placé mes capitaux aux États-Unis et bon, bah, je gagnais beaucoup d'argent dans les années 2000-2008. Sauf que vers 2008, il y a eu une crise financière, tellement les gens avaient voulu faire de l'argent, et puis quand il y en a un qui commence à donner l'alerte en disant non, ça va trop vite, les actions sont trop fortes par rapport à la valeur des entreprises, eh ben, les moutons qui sont à la bourse ont eu peur. Alors quand un mouton a peur et qu'il voit quelqu'un qu'il considère comme sérieux, qui commence à vendre ses actions, tout le monde s'est mis à les vendre. Résultat, ben, les actions se sont effondrées. Hein, et ça a donné une crise financière terrifiante, hein, dont j'ai parlé. Non, dont j'ai pas parlé, c'est pas de celle-là que j'ai parlé, c'est celle de 29. Et évidemment, le pétrole a augmenté dans des proportions considérables. Ça a recommencé après. Enfin bon, vous voyez que on n'en sort pas, hein, de la hausse du pétrole par rapport à ce qui s'était passé même en 1979. Hein. On n'est pas dans une belle période, mais ça a au moins un avantage, je vous le dis tout de suite, c'est que ça nous oblige à remettre en question l'utilisation massive des énergies fossiles. Ça, au moins, une bonne qualité. Sauf aux États-Unis, si vous saviez, les Américains ont mis au point l'extraction du pétrole par gaz de schiste, du gaz de schiste aussi. Et donc, ces gens-là ont vu qu'au départ,
fracturant la roche, ça provoquait des tas de problèmes. Notamment, vous avez vu que les robinets des gens qui habitaient dans le coin pouvaient être éclairés avec un briquet. Hein. Et puis, la qualité de l'eau, absolument dégueulasse. Mais, et puis en plus, ils font des recherches tous les kilomètres, ou tous les 3 kilomètres, vous vous rendez compte? Alors, ils achètent des champs, et puis ils pompent ce qu'ils peuvent. Un gaz, un pétrole qui revient moins cher. Hein. Et ils en produisent tellement que maintenant, c'est la première puissance pétrolière du monde. Hein. Ils en vendent. Et je peux vous dire que Total, qui maintenant a des capitaux américains dominants, on vous l'a dit ça? Eh ben, je peux vous l'annoncer. Moi, je vais régulièrement aux assemblées générales de Total. Eh bien, je peux vous dire que Total est dans le gaz de schiste aussi, puisqu'il est américain. Pourquoi pas, hein? Bien, donc voilà pour le pétrole. Ça a entraîné une crise grave, je vous ai dit, dans l'économie. Évidemment, des usines ont fermé, les ouvriers sont devenus chômeurs. Enfin, ça a été vraiment très, très difficile. Et c'était, on peut dire, la fin des 30 glorieuses. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, écoutez, ce qui va se passer ensuite, c'est une évolution économique pire encore que les chocs pétroliers. Et les économistes qui sont passés ici en ont parlé. Hein. C'est la révolution néolibérale. Cette révolution néolibérale qui était voulue par, je dirais, les grandes firmes mondiales, qu'on appelle les transnationales ou les multinationales, qui avaient fait beaucoup d'argent dans les 30 glorieuses, avec tout ce qu'ils avaient vendu en Occident. N'oubliez pas l'Occident, hein, c'était les États-Unis et le Canada, plus l'Europe de l'Ouest seulement, plus le Japon. Hein, il n'y avait pas d'autre chose. Bon. Ils avaient fait de l'argent, mais bon, on ne peut pas vendre 36 frigidaires par maison, vous comprenez? Alors ils se sont dit, il faut qu'on vende ailleurs, ou qu'on produise ailleurs. Et en plus, vous savez qu'il y avait beaucoup de pays qui avaient été décolonisés depuis les années 60, n'est-ce pas? Sauf que pour que les pays soient intéressants, il faut qu'ils aient quand même une certaine culture industrielle pour qu'ils puissent être capables de devenir des ouvriers sérieux, solides. Bon, alors, il n'y en a pas beaucoup. Alors, bon, les États-Unis ont regardé du côté du Mexique, hein, qui était proche. Bon, ce qui fait qu'il y a pas mal d'automobiles américaines qui sont construites au Mexique aujourd'hui. Hein. Et puis, bon, on est allé en Afrique du Sud, parce qu'il y avait des Blancs racistes qui avaient déjà développé une industrie un peu. Et puis, on est allé aussi au Brésil. Bon, le Brésil n'a jamais été un grand pays industriel. C'est surtout un pays qui est dominé par les grands propriétaires terriens et qui, en plus, font de l'agriculture industrielle, mais aussi produisent des tas de saloperies chimiques que l'on consomme, notamment du soja. 80% de notre soja est importé, nous, et une bonne partie du Brésil, sur la forêt amazonienne. Bien, reste que ces entreprises dominées par des financiers, hein, attention, elles étaient à la bourse, et puis c'était les boursicoteurs qui étaient les maîtres du jeu, ils ont vu, à partir de 82, qu'il y avait une occasion en or, massif, en plus extraordinaire, dans un pays communiste, la Chine qui s'ouvrait, Mao est mort en 75 ou 76, je ne me souviens plus, je suis allé à son enterrement, mais bon, je ne me souviens plus de la date, et en 82, Deng Xiaoping, celui qui lui a succédé, a décidé qu'avec les gens qui dirigeaient le pays à l'époque, de faire en sorte qu'il change de système économique. Parce que la Chine, n'oubliez pas, n'avait pas supporté d'être humiliée en 1850 et après par les Occidentaux, quand notamment les bateaux anglais sont arrivés près de Hong Kong en 1842, puis après ça s'est développé, et puis ils ont transformé la Chine en pays de conquête où ils piquaient tout ce qu'ils pouvaient pour leur industrie, et puis même de la drogue. Et donc, les Chinois n'avaient jamais accepté ça. Cette humiliation, l'Empire du Milieu, c'était quand même
la première puissance du monde pendant longtemps, et ils voulaient leur revanche. Ils n'ont pas hésité à se dire, le système capitaliste est dominant, c'est le plus puissant, c'est le plus efficace, on va prendre le système capitaliste, tout en gardant, nous communistes, la domination politique sur le pays. C'est très singulier. Hein. Jamais Staline n'aurait imaginé ça, hein, c'est sûr. Bon, mais c'est intéressant, d'autant que, dites, le Parti communiste, c'est pas seulement un parti politique, c'est un parti policier. Or, quand il veut tenir ses masses, il les tient. Même il les a tenus enfermés pendant 2 ans et demi à cause du Covid, vous avez vu, un peu. Ouais, bon. Reste que, il y avait déjà des usines chinoises qui fonctionnaient avec des jeunes venus des campagnes, qui étaient nombreux, et qui travaillaient 10, 12, 15 heures par jour, avec des dortoirs pour dormir la nuit, tranquille, ils sortaient quasiment pas. Puis après, bon, il y avait de quoi manger quand même, et puis après, ils revenaient au boulot régulièrement. Et les Chinois ont proposé aux Occidentaux de faire la même chose s'ils amenaient leurs usines en Chine. Alors, vous imaginez bien que, bon, le revenu allait se multiplier par 1000, parce qu'un ouvrier chinois était payé 1000 fois moins qu'un ouvrier américain, par exemple. Vous voyez, c'était quand même intéressant, il travaillait plus. Hein. Et donc, ils n'ont pas hésité, sauf que les Chinois n'étaient pas fous, contrairement aux Africains aujourd'hui, qui ont accepté que la Chine vienne en Afrique. Bon, j'y suis allé plusieurs fois en Afrique, j'en ai parlé avec les Africains. Ils prennent le contrôle des mines, de tout ce qui les intéresse, et puis il suffit qu'ils payent soit une route pour traverser le pays, soit un beau bâtiment pour le dirigeant qui est au pouvoir, et puis après, les mines ne leur coûtent pas cher, quoi. Alors que les Chinois, par rapport aux Occidentaux, ils ont exigé d'avoir une participation financière aux entreprises, au capital des entreprises occidentales, que les Occidentaux forment des cadres pour qu'ils puissent à leur tour, ces cadres, participer à la vie de l'entreprise, ont-ils dit, mais derrière il y a autre chose, pour que les Chinois puissent développer des entreprises concurrentes des occidentales, des entreprises occidentales. Mais les Occidentaux, bon, surtout les Américains, étaient tellement contents, puis tellement suffisants de leur supériorité par rapport aux Chinois. Dit le temps qui nous rattrape, on a le temps, hein, on va pouvoir en profiter. Ils en ont profité, mais nous aussi, parce qu'à partir du moment où on a eu en masse les produits chinois, on les a payés pas trop cher. Pas trop cher. Et vous allez dans les magasins comme Bricomarché ou des trucs comme ça, vous verrez le nombre de produits chinois qu'il y a. Hein. Quand je vais dans un truc comme ça, je demande combien vous avez d'objets avant. On me dit 40 ou 50 000. Ah bon? Et je lui dis combien vous en avez de chinois? Là, il ne peut pas me répondre. Parce qu'il n'a pas compté ou il ne veut pas avoir compté pour ne pas me le dire. Hein. Bon. Reste que ces produits chinois ont été très avantageux pour les consommateurs occidentaux, mais très désavantageux pour nous en tant qu'industrie. Parce que les industriels ne sont pas fous. Ils ont fermé une partie de leurs usines en Amérique du Nord ou en Europe pour plutôt les voir produire en Chine. Hein. Ce qui fait qu'on a eu un chômage qui a augmenté assez considérablement. Hein. Et c'était le moment où arrivaient au pouvoir des dirigeants qui n'étaient pas remarquables d'intelligence, mais remarquables de conviction. C'était Margaret Thatcher en 1979 au Royaume-Uni, et puis en 80, Ronald Reagan, remarquable acteur médiocre. J'ai donné les deux points de vue, hein, pour pas qu'on... Hein. Et donc, pour constituer leur degré de conviction, qui était énorme, Thatcher, qui était la fille d'un épicier, j'ai rien contre des épiciers, mais enfin bon, faut quand même pas exagérer, quand on se conduit en épicier, à la tête d'un pays, c'est quand même dangereux. Et elle a dit une chose très nette, elle a dit, il n'y a pas d'autre alternative que ce qu'on fait. Autrement dit, que le néolibéralisme. Et puis, Reagan n'a pas hésité, dans un discours qu'il savait bien faire, parce qu'il savait parler, il a dit, l'État, c'est pas la solution, c'est le problème. Il allait exactement à l'envers de son prédécesseur absolument remarquable, Franklin Delano Roosevelt, qui entre 1933 et 1945 avait remarquablement redressé la situation américaine après la crise financière
et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, mais bon, alors ça veut dire quoi le néolibéralisme? C'est clair. Le marché est le maître. Autrement dit, ce qui compte, c'est que les entreprises puissent faire ce qu'elles doivent faire, produire, consommer, nous faire consommer de plus en plus, faire de plus en plus d'argent, et sans que l'État intervienne autrement que pour les aider. Et alors, ça s'est vu, ça s'est traduit tout de suite, mes amis, c'est clair. Regardez ce que sont devenus, ce qu'avait construit Roosevelt aux États-Unis. Hein. Aujourd'hui, vous n'avez plus de syndicats carrément aux États-Unis. Il n'y en a plus. Alors que Roosevelt les avait encouragés. Hein. Surtout quand on a supprimé les grandes industries automobiles, etc. Les services publics aussi, je veux dire, en ont souffert considérablement, je vous ai dit, pour les assurances. Hein. Mais c'est terrible, quoi. Ils ne sont pas aidés, les gens. Et puis, en Grande-Bretagne, c'est pareil. Hein. J'ai dépassé l'heure. Il faudrait que tu... Oui, bon, on a commencé très tard, non? On n'a pas commencé à 6h moins le quart? Non? Je ne dois pas avoir le sens de l'heure. Hein. Bon, je ne vais pas développer plus. Je vais vous dire que, quand même, que c'est l'époque aussi où Mitterrand arrive au pouvoir. Au moment où Thatcher et Reagan arrivent au pouvoir, Mitterrand arrive avec la gauche pour changer les choses. Alors il fait des choses qu'il avait décidé avec le Parti communiste. Il nationalise une partie des entreprises françaises. Bien. Il augmente les salaires. C'était bien, très bien. Sauf qu'on commençait à être dans le marché commun. Ça veut dire qu'on vendait aux Européens, puis les Européens nous vendaient. Ça veut dire que plus on augmente les salaires, tout ça, plus les produits français coûtent cher. Et moins ça marche, ce qui fait qu'au bout de 3 ans, il a dû arrêter. Rappelez-vous de cette émission remarquable, c'était en 83, animée par Yves Montand, où on a célébré la libre entreprise. Vous vous rappelez de ça? Non? Moi, ça m'a sidéré. Surtout que Yves Montand était proche du Parti communiste pendant très longtemps. Hein. Mais lui aussi, il avait tourné sa veste. Hein. Et bon, regardez Mitterrand, qui était un conseiller éminent, et qui savait manipuler les gens d'une manière remarquable, mais qui n'avait pas beaucoup d'idées en économie. Je veux dire, il était beaucoup moins fort qu'en littérature. Mais tout le monde l'a dit, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Puis d'ailleurs, c'est pas... je pourrais vous citer les gens qui l'ont dit aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer à propos de ça? Il faut que je me dépêche. J'avais dit oui. Bon, je vais me laisser guider par ça. Voilà, c'est la période où l'argent va dominer le monde, hein, et où l'argent va dominer le monde pour ceux qui sont capables d'avoir de l'argent et d'en faire beaucoup. Hein. On ne va pas augmenter les salaires, parce que qu'est-ce qu'on dit aux entreprises qui restent en Occident? On leur dit, si les salaires sont trop élevés, on ne va pas être concurrentiel, donc on va aller en Chine ou ailleurs. Hein. Et moi, par exemple, j'ai été amené à redresser, remonter une entreprise qui était victime de délocalisation près de Toulouse, là, qui fabriquait des pantalons haut de gamme. Vous avez connu, mesdames, c'était de Lapidus et Torrente. Ouais. Eh bien, c'était une remarquable entreprise qui fonctionnait bien, sauf qu'ils avaient décidé de faire plus d'argent. Et comme c'était en 80, la Chine n'était pas encore ouverte, ils sont allés s'installer au Pakistan. Sauf qu'ils avaient fait une erreur, c'est qu'ils avaient demandé une prime à Raymond Barre dans les années 70, fin des années 70, pour rénover leur centre qui se trouvait près de Strasbourg. Sauf que moi, je suis allé voir le centre de Strasbourg, qui n'a pas été rénové. Et simplement, qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé que la prime de Barre avait servi à s'implanter au Pakistan. Alors, je me suis dit, là, on a un moyen. J'ai contacté avec mes amis l'avocat de cette entreprise à Paris, quand j'étais au ministère de l'Industrie, où j'ai été reçu très bien, parce que j'avais un ami qui était député et prof d'histoire avec moi, donc on se connaissait bien. Et on a dit, si vous ne nous donnez pas aux salariés l'entreprise pour le franc symbolique, eh bien, on vous dénonce par une campagne terrible en disant vous vous servez de l'argent français pour envoyer des emplois à l'étranger. Autrement dit, pour ruiner l'industrie française. Et je peux vous dire que le lendemain, l'avocat était là et nous signait les papiers, on n'avait pas eu de problème. Hein. Je veux dire, c'était remarquablement fait. Ils sont venus chercher après les machines,
Mais on m'a dit de venir tout de suite, et puis je suis venu, puis je peux vous dire qu'ils n'ont pas pris les machines. Hein. Et puis, bon, ça a marché autant que ça a pu, je ne développe pas tout, mais c'est pour vous dire que j'étais au courant des délocalisations de près, puis j'aurais dû discuter avec les ministères, etc. Bon, reste que c'est une expérience qui est terrible, et qui a désarçonné aussi la société française, parce que les bas salaires sont restés bas. Vous avez vu les écarts hein, en France entre les hauts salaires et les bas salaires, entre deux périodes d'ailleurs, entre la période des 30 Glorieuses et celle-là. Et bon, ben, les gilets jaunes, c'est pas par hasard. Hein. C'est tout à fait la traduction de ça. Il faut le savoir, ça c'est évident. Et puis, bon, ce qu'il y avait aussi, c'est que cette culture du marché développe un individualisme exacerbé. C'est à chacun pour soi de se démerder pour avoir un bon boulot, pour être bien vu du patron, pour faire bon, plein de choses comme ça. Et puis ceux qui sont reconnus comme les meilleurs, c'est ceux qui ne sont pas forcément les plus intelligents, qui ne sont pas forcément les plus solidaires, c'est les gens qui sont les plus riches. Parce que le comble de la réussite, c'est d'avoir du fric, et puis de le montrer. Hein. Par exemple, moi, bon, j'étais obligé, là, il y a 8 jours, de vendre mon avion personnel, quoi. Vous comprenez? Il faut quand même avoir une bonne réputation. Hein. Maintenant, c'est plus dans le coup, quoi. Bon. Reste que cette situation va faire que les Français vont devenir de plus en plus individualistes. Regardez comment vont se développer les liens entre les ouvriers et les syndicats. Vous savez combien il y a de syndiqués en France aujourd'hui? 10%. Bon, ça marche en ce moment, mais c'est rien. Regardez les partis politiques, s'ils sont devenus. Hein, ils sont au service du système. Bon, ben, ils ont été complètement vidés de leur substance. Hein, au point que, regardez ce qui s'est passé en 2017. Les deux grands partis qui nous ont gouvernés ont disparu subitement grâce à un malin, mais un malin de chez malin. Hein. Je peux vous dire que ce type, en plus je ne le connaissais pas, sauf que j'avais lu un article de lui en 2015 dans Le Monde, que j'ai gardé. Je ne voulais pas amener, mais j'ai gardé quand il était conseiller de Hollande. Il était conseiller personnel de Hollande, hein, déjà, avant d'être ministre de l'économie. Et il avait fait un article remarquable sur la nécessité de développer le capitalisme industriel en France. C'était pas faux, mais enfin, bon, peut-être des nuances sociales à mettre, mais il n'en a pas mis. Reste que cet homme a bien compris que Hollande n'était pas capable de se représenter, parce que c'est lui qui dirigeait, hein, à l'économie, c'est Macron qui dirigeait, à partir du moment où il était ministre de l'économie. On l'a vu par rapport aux promesses qu'avait fait Hollande, par rapport aux entreprises en Alsace ou ailleurs, de les reprendre. Hein. Eh bien, Macron n'a pas voulu. Puis quand il a traité avec General Electric aux États-Unis, il a traité d'une manière très favorable, au point que les Américains ont pu lui dire que, de toute façon, s'il prenait une partie de l'entreprise de Belfort, eh ben, en échange, General Electric développera l'emploi. Non seulement ils n'ont pas développé l'emploi, mais ils en ont supprimé. Hein, et c'est Macron qui a signé ça. Bon, donc on voit bien le genre de personnage que c'était. Et il avait compris que la droite n'était pas capable d'avoir une pensée autre que libérale, et qu'il y avait besoin de renouveau. Et il s'est présenté comme, je suis ni de droite ni gauche, mais les deux, quoi. Autrement dit, c'était merveilleux, quoi. Je peux rassembler tous les issus des deux camps. Et c'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir. Hein, sans problème, mais, je peux vous dire qu'il a été regardé à l'instigation de ça, bien avant. Hein, la France sans ses usines, c'est les mêmes que ceux qui ont fait nos enfants ont été ruinés, les deux. Hein, l'économiste et puis la journaliste. Et puis Annie Laurence, c'est un économiste, le scandale des délocalisations, il y en a eu en pagaille. Et puis après, je vous parle des élites, un monde clos. Si vous saviez, j'ai pas acheté, mais je vais l'acheter prochainement. Il y a un bouquin qui est sorti d'un journaliste de l'Observateur qui a fait une enquête de 3 ans sur la position des grands cadres de l'État français, les énarques, les polytechniciens, etc. Il a dit, d'une part, ils sont à la tête de l'administration française qui est très puissante. D'autre part, ils ont souvent des possibilités d'avoir des positions politiques, des postes politiques, d'être ministres, etc. Puis en troisième lieu, souvent, ils sont
dans les conseils d'administration de grandes banques, de grandes entreprises. C'est des gens qui couvrent tout, et puis, alors ensemble, ils sont extrêmement solidaires. Autrement dit, quand je dis c'est un monde clos, c'est pas une plaisanterie. Hein. Et si les Français sont aussi critiques vis-à-vis de leur politique, c'est qu'ils sentent bien ça. Ils sentent bien qu'on a affaire à un monde qui est enfermé. Regardez comment Macron discute avec les syndicats aujourd'hui. Hein. C'est remarquable, quoi. Je veux dire, de silence. Hein, oui. Bon, reste que je ne vais pas m'attarder, sinon pour vous signaler autre chose quand même, qui n'est pas négligeable, c'est que cet individualisme s'est accompagné d'une absence de vie collective sérieuse. Vraiment, on a perdu le sens de la relation sociale qu'on avait. Regardez dans ce bouquin que je vous conseillerais pour vous remettre en état psychologique de marche, parce que vous savez que les jeunes sont très pessimistes aujourd'hui, notamment parce qu'ils sont jeunes, ils pensent à l'avenir, et par rapport à l'avenir, eh ben, il y a le problème écologique. Et je peux vous dire qu'ils sont très tristes. Et il y en a qui font vraiment de l'anxiété pathogène, c'est très grave. Hein. Et je vais leur proposer de mettre ça dans leurs mains, Manifeste pour le bonheur, comment passer d'une société de l'avoir à une société du bien-être. Et je lis derrière, c'est merveilleux. Le livre de Stefano Bartolini propose un voyage à travers les causes et les remèdes de l'insatisfaction contemporaine. Le nœud de la question est que le développement économique s'est accompagné d'une dégradation progressive des relations affectives et sociales. Et comme en témoigne la crise actuelle, ce développement non seulement fait obstacle au bien-être, mais aussi expose la stabilité économique à des risques considérables. La crise d'aujourd'hui est en fait le fruit d'une organisation sociale qui provoque la détérioration des relations humaines. D'accord, hein? Eh bien, je peux vous dire qu'il y a ça, et puis il y a la condition des jeunes. C'est terrible, quoi. Je veux dire, alors je me pose des questions par rapport à la regarder. Je me pose des questions par rapport au monde politique. La gauche, c'est par où? Bonne question, n'est-ce pas? Vous me direz, il y a une gauche qui s'organise, mais c'est bordélique. Hein. Je veux dire, je vous en parlerai tout à l'heure dans la discussion, si on a. C'est Françoise Fressos, qui est une excellente analyste politique du Monde, qui parle de la grande paresse intellectuelle de la droite. Le parti des Républicains moribonds s'apprête à élire un nouveau chef dans l'indifférence générale. Hein? Bien, le Rassemblement national n'est toujours pas converti à l'écologie. C'est normal, ce n'est pas un problème l'écologie, vous comprenez? Quand on pense uniquement en termes de nation, il ne peut pas y avoir de problème qui dépasse la nation. Or, le problème écologique est mondial. Donc, c'est pas sérieux. Autrement dit, le Rassemblement national ne peut pas prendre en compte ce problème. Vous vous rendez compte? Et c'est le parti qui risque d'arriver au pouvoir en 2027. Oh là là, mais bon. Oui, dans quelle déconfiture on est, c'est terrifiant. Bon, reste que... Regardez, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ça quand même. Sur les services publics, la grande démission. Vous avez vu comment sont payés aujourd'hui les infirmiers, comment sont payés les juristes, comment sont payés les enseignants, hein? Un enseignant français gagne la moitié moins qu'un enseignant allemand. Vous pouvez trouver ça normal? Qu'on a un système de santé qui peut s'écrouler, alors qu'on avait un des meilleurs systèmes de santé du monde. Mais personne ne se bat sérieusement pour ça. Il faut les soutenir, il ne faut pas seulement laisser les syndicats, je dirais, qui concernaient, de se battre. Il faut vraiment être sérieux. Bon, là, je ne sais pas ce que c'est, ça. Macron, ah oui, j'en étais dans le politique. C'est le Monde qui titre Macron dans les pas de la droite. Oui, il voulait se situer à l'extrême centre. Mais l'extrême centre, pour lui, c'est dévié vraiment vers la droite. Hein. Ce qui fait qu'il peut toujours faire celui qui peut rassembler tout le monde. Il rassemble les imbéciles de gauche qui ont envie de pouvoir ou qui croient à rien d'autre qu'à lui. Bon, ça, c'est un problème que soulève le Monde du 7 mars, que j'ai voulu vous mettre en titre là. Pourquoi? Parce que, moi je ne veux pas vous parler des retraites, hein, on en parle assez, c'est pas... Non. Mais si vous saviez dans quelle situation sera la population française dans 10, 15, 20 ans, c'est extraordinaire. Il faut voir que s'il n'y a pas de grave crise écologique qui nous empêche de manger, de boire, de l'eau même, hein, eh bien, on va voir des gens qui vont vieillir beaucoup plus longtemps. Et on va être de plus en plus nombreux. Ça veut dire qu'il faut vraiment
voir comment traiter le vieillissement au-delà des retraites. Regardez le nombre de gens qui auront plus de 80 ans et qui seront dans la dépendance. Qu'est-ce qu'on organise aujourd'hui? Vous avez vu comment les EHPAD fonctionnent quand elles sont menées par des financiers? Et puis il n'y en a pas assez d'EHPAD, c'est sûr. Autrement dit, il faut s'en occuper. Mais ça devrait être nous à le dire aussi, ça. Parce que ça nous concerne. Hein, et pas seulement les jeunes. Regardez, comment ça marche comme ça? Oui, j'ai voulu vous signaler quand même l'importance de la crise écologique dont je parle depuis des années. L'humanité épuise la Terre. Hein, c'est le GIEC qui dit ça en 2019. Et tous les ans, il y a des gros titres comme ça, parce que plus ça va, plus c'est grave. Mais vraiment grave. Hein. Je ne sais pas comment, j'espère qu'il va pleuvoir, parce que je ne sais pas comment on va boire de l'eau cet été. Hein. Alors moi, je bois du vin, ça va, mais pour la douche, c'est pas pratique. Hein, pour la douche. Il faut bien vous dire que c'est pas ça. Hein. Donc c'est très sérieux. Et regardez, l'homme pour qui j'ai voté à 60... Oh là là. Je vais y arriver, oui. Non. 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 Oui. La flèche de droite, là. Comment? Il faut changer de flèche. Recule. Je me suis trompé? Toi, tu es allé au bout, là. Recule. Voilà, encore. Voilà, c'est lui que je voulais vous montrer. René Dumont, qui était un homme extraordinaire, un agronome qui était de renommée mondiale, puisqu'il n'a pas hésité à discuter pendant une nuit avec Mao Tse-tung et 2 nuits avec Fidel Castro, pour les conseiller sur la façon dont ils devaient se comporter par rapport à leur agriculture. Mais bon, cet homme qui était favorable à une agriculture qui se développe, il a compris l'enjeu écologique. Et là, vous voyez ce qu'il nous montre dans un de ses derniers discours. Il nous montre un verre d'eau en disant, en l'an 2000, j'espère que vous aurez ça. Bon, il avait simplement 20 ans, 25 ans d'avance. C'est tout. Hein, mais il avait prévu ce qui nous est arrivé. Quant à l'autre, je vais vous... Oh là là, comment ça se fait? Denis Midos, vous le connaissez, vous le voyez là, il a la barbe, c'est 50 ans après ce qu'il a fait en 1972, c'est-à-dire un rapport au MIT de Boston, une grande université scientifique, où ils ont étudié, lui et des jeunes, je dirais, chercheurs, ils ont étudié le problème de la croissance, en indiquant très clairement que si on continuait cette croissance, on allait détruire la nature. 72. Hein. Et ça fait du bruit quand même, parce que c'était une alerte sérieuse. Sauf que tous les économistes classiques ont enterré l'affaire en disant que ce n'était pas le problème, qu'ils ne comprenaient rien au système économique capitaliste, etc. On voit aujourd'hui ce que ça donne. Et donc, il reprend là, dans le Monde de 2022, il revient sur les limites de la croissance. Il dit qu'il faut mettre fin à la croissance incontrôlée, qui est le cancer de la société. Vraiment, il faut vraiment s'y mettre sérieusement. Et je me pose la question, pas pour vous, mais pour ceux qui nous entourent, comment sommes-nous devenus si cons? Et vous savez que c'est un linguiste remarquable qui a dit ce livre, que je n'ai pas hésité à acheter, évidemment. Bentolila, il est professeur de linguistique à l'université de Paris-Descartes. Ce n'est pas rien. Voilà ce qu'il dit. De mensonges en manipulation, de complaisance en lâcheté, notre intelligence collective se délite jour après jour. Ne cherchons pas ailleurs qu'en nous-mêmes les responsables de cette décadence intellectuelle. Nous en sommes tous coupables. Nous sommes devenus cons parce que nous avons renoncé à cultiver notre intelligence commune, comme on cultive un champ pour nourrir les saints. Les siens, pardon. Vous voyez, c'est très clair. Hein, sur l'intelligence collective, ça méritait d'être dit. Et puis, j'ai terminé évidemment par un encouragement. Hein, c'est ce livre, Oser s'impliquer pour transformer la démocratie. C'est un guide pratique. C'est quelqu'un qui est très, très, très au courant et qui nous met sur des pistes normales pour éviter que tout arrive au président et c'est lui qui décide de tout. Vous trouvez ça normal? Vous appelez ça une démocratie, vous? Ben, pas moi. Hein. Et là, il nous donne des tas de solutions. C'est remarquable. Et puis, pour que vous ne partiez pas trop pessimiste, eh bien, regardez, j'ai parlé du manifeste pour le bonheur tout à l'heure. Je finis là-dessus parce que je voudrais que vous soyez aussi heureux que vous l'étiez en rentrant. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.
Bon, tu as été un petit peu long, donc il ne va pas nous rester trop de temps pour le débat. Donc, on attaque les questions. Qui veut poser la première? Ah, tu en as tellement dit que... Alors, qui se lance? Il n'y a pas de question? Que d'habitude, c'est lui qui lance la première question. Donc... Oui, alors, donc je vais en poser une. Oui. En définitive, tu n'as quand même pas répondu à la question que tu posais au début, toi-même. En quoi les baby boomers sont-ils responsables ou irresponsables? Ben, j'ai dit d'abord que c'était un système qui était tellement puissant, tellement fort, c'est évident, hein, première chose. Mais la deuxième chose, j'ai insisté sur des points précis quand même, sur lesquels on aurait dû, si on avait été des citoyens sérieux. Mais vous savez, le problème c'est qu'on a été quasiment dépossédés, et on s'est laissé déposséder de notre pouvoir civique. On ne s'est pas intéressé à la vie politique sérieusement. Regardez combien il y a d'abstention au moment des élections. Hein, regardez la faiblesse des débats démocratiques. On n'a pas été capable de les animer. Je vous ai dit que les partis ont des déliquescences. Il n'y a pas beaucoup de vie politique, sauf dans les petites minorités. Et donc, ça veut dire qu'on a été quand même complice de cette déliquescence, au point, par exemple, de ne pas s'occuper des jeunes du tout, sérieusement. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est sérieux. Et puis, surtout, de ne pas s'occuper de la crise écologique. Quand même. Hein. Puis regardez, dans l'état où moi je suis scandalisé parce que je m'en occupe depuis un moment, je vous en ai parlé tout à l'heure, comment on n'a pas été capable de faire des associations de consommateurs efficaces qui soient un contrepoids sérieux à un système capitaliste qui fait ce qu'il veut, qui encore aujourd'hui nous trompe sur les produits qu'il nous vend. Si vous saviez l'invasion des pesticides qui continue encore, qui ne nous disent pas, hein. Puis je pourrais développer, je n'ai pas amené toute la liste des choses que j'ai à vous dire, mais c'est terrible, quoi. On n'a pas été sérieux de ce point de vue. Hein. On a chacun profité quand même de notre cocon, pour l'essentiel, non? Vous croyez pas? Non? Est-ce que j'ai tort? Si j'ai tort, dites-le moi. Ça marche? Vas-y, oui. Oui, je voulais juste savoir si au niveau européen, il y a la même évolution. Ah, c'est une bonne question, oui. Si Au on niveau est une européen... exception ou pas? Ah oui, dans toute l'Europe de l'Ouest. Pour l'Europe de l'Est, c'est différent parce qu'ils sont en train d'essayer de nous rattraper. Hein. Notamment, grâce à l'Allemagne, parce que l'Allemagne est très bien située par rapport à l'Est européen. Et comme elle avait une industrie très florissante, elle a pu déplacer beaucoup de ses industries dans les pays de l'Est, en Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie, etc. C'est considérable, mais ils sont dans des niveaux de salaire encore inférieurs, ce qui avantage les Allemands. Bon, et vous savez que les Allemands, d'ailleurs, là où se construisent le plus de voitures allemandes électriques, c'est en Chine. Vous saviez ça? Hein? Vous vous rendez compte? Bon, alors, en Europe de l'Ouest, c'est partout pareil. Mais avec des crises un peu semblables en France. Regarde l'Angleterre. Hein? L'Angleterre, aujourd'hui, il y a un pouvoir d'achat qui est nul. Les patrons et puis les gens de droite en Angleterre s'en sont mis plein les poches, gouvernent depuis des générations. Même les sociodémocrates n'ont pas réussi à influencer les problèmes. Mais c'était difficile. Je me mets à la place de la gauche quand même. Hein. Il faut quand même être sérieux. Dans la mesure où vous avez une économie mondialisée, où les forces dominantes sont les grandes entreprises multinationales, vous pensez bien que les États n'ont pas le pouvoir qu'ils avaient. Or, une bonne partie de la gauche s'appuyait sur les États pour faire en sorte que les lois sociales se développent, pour faire en sorte que les salaires puissent être meilleurs. Mais ce qu'ils auraient dû faire, au lieu de s'aligner sur le système, c'est de développer un esprit critique et une volonté plus forte de contestation, qu'il y ait des manifestations, des grèves, des propositions alternatives. Alors que, quand je vois, par exemple, comment Hollande s'est conduit, je veux dire, pendant 2 ans, il s'est demandé « Qu'est-ce que je fais ? Il y a tellement de choses à faire, puis il ne savait pas quoi faire. » Puis jusqu'au moment où il a trouvé Macron.
qui lui savait quoi faire, hein, pour arriver au pouvoir. Bon, vous avez d'autres choses? En parlant de l'Angleterre, c'est quand même surprenant qu'il y ait des mouvements de grève actuellement. C'est curieux qu'il y ait un mouvement de grève comme ça? Oui. Oui, alors c'est très intéressant. Mais bon, on peut essayer d'analyser un peu. Moi, j'ai été pas trop surpris, d'une part, parce que les Français, maintenant, sont en train de changer dans leur rapport au travail. D'abord, bon, grâce à Mitterrand, les années 80, ils ont eu la retraite à 60 ans. 62, Sarkozy, c'était beaucoup pour eux. Et donc, ils ne veulent pas plus, surtout que dans les conditions de travail ne sont pas bonnes pour les anciens. On ne l'a pas assez dit. Vous avez beaucoup d'anciens qui n'arrivent plus à trouver du boulot, parce que dans les entreprises, quand vous avez 45 ans, on vous considère comme un vieux, parce que vous n'êtes pas au courant notamment des nouvelles technologies. Hein, vous ne savez pas, oui, l'informatique peut dire qu'elle évolue très vite, et, bon, et les jeunes sont plus vite formés. Bon, et donc, au bout de 55 ans, c'est difficile de conserver un emploi, surtout que les employés les plus âgés coûtent le plus cher, puisqu'ils ont plus d'ancienneté. Donc ça n'aide pas, vous voyez. Et donc ça, c'est des désavantages réels qui n'encouragent pas les gens à rester, à demander une augmentation de la durée de la retraite. Mais il y a autre chose aussi qui compte, qui n'est pas négligeable, c'est que les Français ont aussi une pensée très, je dirais, soucieuse de leur qualité de vie maintenant quand même. Ils se disent, c'est pas possible qu'on passe notre temps au boulot. C'est pas possible qu'on n'ait pas assez d'argent pour vivre mieux. Et moi, je vois dans la contestation actuelle, ce que les syndicats n'ont pas assez vu, puisqu'ils sont centrés sur les retraites, je vois un regroupement de revendications. Les gens ne sont pas contents du niveau de salaire qu'ils ont, de la façon dont ils sont traités dans leur emploi. Souvent, hein, c'est vrai, hein, des conditions de vie qui leur sont faites. Regardez où l'on est par rapport au logement dans certaines régions. Hein. Essayez de vous loger dans la banlieue, dans la région parisienne. Hein. J'en ai parlé avec la responsable de la région Île-de-France. Je lui dis qu'il fallait quand même que tu fasses comme on fait par exemple à Rennes, une ville bretonne intéressante, où on limite l'accroissement des loyers. Et on limite le nombre de logements qui sont loués à Airbnb. Et ça rapporte beaucoup plus, Airbnb. Donc tous les étrangers qui ont les moyens, qui veulent venir à Paris tranquille, ils louent pendant 8 jours un appartement assez cher, et bon, ça rapporte aux propriétaires. Mais c'est des gens qui ont déjà, pas seulement un appartement, un immeuble, 2 immeubles, 3 immeubles, 4 immeubles, et ils en veulent toujours plus. Et puis c'est des gens qui sont capables de traiter les autres qui sont au chômage de feignants, quoi, vous voyez. Surtout que eux, je me demande ce qu'ils font pour travailler. Hein, il suffit qu'ils louent leur logement pour avoir de l'argent beaucoup plus que les autres. Hein. Bon, mais ça fait partie de la justice sociale qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. C'est scandaleux. On ne devrait pas accepter ce système. On devrait se révolter. Vraiment, tous. Moi, ça fait 30 ans, 40 ans que j'étais là-dedans. Je peux vous dire que c'est pas admissible. D'autres choses? Alors, d'autres questions? Non, mais j'attendrai que vous ne soyez pas d'accord avec ce que j'ai dit. Alors, je relance alors. Vas-y. Est-ce que les reproches qu'on fait aux baby boomers, d'avoir vécu dans l'insouciance, d'avoir profité du système et d'avoir pas su se mettre en question et remettre le système en question, est-ce que c'est pas valable en fait pour toutes les générations, les jeunes générations? Est-ce que la génération d'aujourd'hui, est-ce que les jeunes qui sont nés entre 2000 et 2020, disons, ont un comportement différent? Est-ce qu'il y a des lueurs d'espoir de ce côté-là? Bah écoute, c'est intéressant ta question parce qu'elle elle permet d'apporter une nuance. La première chose qu'il faut dire, qui est très nette,
c'est que les jeunes ne sont pas du tout sensibles aux partis politiques classiques. Il y a une désaffiliation des jeunes vis-à-vis de la politique classique énorme. Bon, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, qui est vraiment, je dirais, très étonnante, et qui m'a réjoui, c'est de voir à quel point ces jeunes se mobilisent, notamment sur la question de l'environnement. Parce que eux savent que l'avenir, ben, ça devrait leur appartenir. Hein? Et je voulais mettre parmi les photos que je voulais vous montrer, un titre d'un article du Monde. Dis papa, qu'as-tu fait pour l'avenir alors que tu savais ce qui allait arriver? Question d'un jeune homme à son papa, baby boomers. Hein? C'est une question légitime, n'est-ce pas? Mais alors donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Annie Muxel, vous ne connaissez pas, c'est la sociologue de la jeunesse, une grande spécialiste de la jeunesse, qui est une femme remarquable, qui dit dans ses livres très bien que la jeunesse a réussi, au niveau mondial quasiment, à organiser une révolte contre l'inaction des gouvernements, mais aussi des anciens, de leurs parents, vis-à-vis de l'environnement, mais que, comme ils n'ont pas réussi encore à se rassembler, par exemple, ils pourraient se rassembler derrière les partis écologistes, mais ils ne le font pas, pour dire que les partis écologistes ne sont pas non plus exemplaires, hein, il faut le dire. Hein. Et donc, ces jeunes, c'est pour le moment une protestation plutôt de type moral, qui n'a pas de conséquences véritablement politiques. Hein. Parce que ce qu'il faudrait, et Macron le sait bien, Macron encourage les anciens parce que c'est les anciens qui votent pour lui. Hein. Et donc, si les jeunes se mettaient à voter, eh ben, peut-être que bon, on en tiendrait davantage compte. Vous voyez, il faudrait que les inciter. Alors, il y a une nouvelle responsable, enfin, chez les Verts, qui a l'air extrêmement intéressante, intelligente, et qui a entrepris à partir du début mars, donc très récemment, de faire une réflexion globale pour le Parti vert, de manière à ce qu'il soit autrement conduit et autrement présent, beaucoup plus. On va voir ce que ça va donner. Hein. Au Parti socialiste, j'ai téléphoné à Hollande récemment, il me dit quoi, socialiste, ça veut dire quoi? Ça ne m'a pas étonné, hein, qu'il soit interrogatif là-dessus. Bien, autre chose? Oui. Il y a une question là-bas en haut. Oui, elle était souple et jeune encore, vas-y, va. Oui, j'hésitais d'intervenir parce que je ne suis pas d'accord avec tellement de choses que je ne peux pas toutes les énoncer. Mais je suis déçu par cette conférence. Pourquoi? Par ta conférence. Pourquoi? Parce que c'est un méli-mélo de choses qui existent, bien sûr, mais en définitive, ce que l'on appelle les... J'en suis un, moi. Mais j'ai jamais eu cet esprit que tu définis dans ta conférence et que des jeunes, soi-disant, reprocheraient aux anciens comme moi d'être responsables de tout. Or, qui est-ce qui est responsable de notre société? C'est l'ensemble des jeunes, des moins jeunes, des vieux, et qui ont eu les rênes du pouvoir. Mais c'est jamais des jeunes, hein, c'est jamais des femmes, c'est toujours des mecs. Donc, la critique de la société qui commence un peu à émerger de tous les côtés, ça vient de ça, la situation dans laquelle on est, l'environnement. Les enseignants, il y a beaucoup d'enseignants qui revendiquent justement en ce moment. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à faire leur métier. Déjà, ils sont mal payés, ils ont trop de boulot, on leur alourdit les classes, tout ça. Donc, c'est tout ça qui fout en l'air notre société. Et moi, j'ai toujours lutté contre. Moi, je n'avais pas de logement quand j'étais petit. Et ensuite, ça a continué. Bon. Donc, je n'ai jamais été dans une classe favorisée. Au contraire, les vêtements que je portais
C'était le curé, c'était le pharmacien, le toubib qui le portait au... Voilà, donc j'ai jamais eu d'habit neuf jusqu'à l'âge de... Bon. Donc, j'ai jamais eu cette volonté de consommer pour consommer. Et mes parents m'ont élevé comme ça, je les en remercie. Donc, j'ai toujours dans ma vie, même quand j'étais cadre pendant un moment, eh bien, de vivre uniquement avec le nécessaire vital, c'est tout. Donc, à un moment donné, le formatage que l'on a fait dans l'esprit des gens pour les transformer en consommateurs, eh c'est le capitalisme, c'est les grandes industries, c'est... alors, les épiciers, excuse-moi, tout à l'heure, tu as utilisé le terme d'épicier, mais ma fille, qui est au chômage, qui élève toute seule 2 enfants, eh bien, elle est en train de prendre une épicerie dans un petit village, parce que ça a disparu, il va y avoir des produits locaux, des produits bio, etc. Donc les jeunes, ils sont capables, elle va avoir 40 ans, donc les jeunes sont capables de rebondir sur cette catastrophe sociale que nous avons et inventent des nouvelles solutions. Voilà, donc moi j'ai plutôt de l'espoir, mais il faut se battre. Je suis déjà très étonné de la manière dont tu t'es exprimé, parce que tu as dit que tu étais pendant un bon moment pauvre, et donc tu avais appris à ne pas consommer du confort, des vacances, de la bagnole, etc., que j'étais très content de voir que la masse des gens pouvait y avoir accès. C'est évident. C'est une question de justice sociale. Hein. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui... Bon. Mais on en a fait trop. Je veux dire, attendez, à partir des années 70-75, on avait, pour l'essentiel, les gens, ce qu'il nous fallait. C'était plus la peine de continuer à nous obliger à acheter n'importe quoi. Regardez combien de voitures il peut y avoir par famille maintenant. Hein, bon, donc, moi c'est pareil, j'ai jamais exagéré du point de vue de la consommation. J'ai toujours eu un rapport très distant vis-à-vis de l'argent. Hein, j'aurais pu avoir de l'argent, on m'a proposé des choses, j'ai jamais voulu rentrer là-dedans. Mais bon, c'est pas pour autant que j'ai pas vu à côté des gens qui étaient très contents d'apparaître comme des gens bien parce qu'ils avaient une grosse voiture. Hein, ça, c'est une manière de nous faire savoir qu'on avait réussi, non? Comment? Oui, alors, comme vous disiez, on disait qu'on nous reproche, les baby boomers, ou qui vont largement dépasser les 60 ans, l'avenir du vieillissement, comment le gérer, etc. Ne croyez-vous pas finalement qu'il y ait de plus en plus un grand mépris pour notre vieillesse, voilà, quand on sera vieux et très vieux, et qui serait le signe en fait d'une rupture entre les jeunes générations et les très vieux, pour ne pas parler d'exclusion ou de guerre des générations. Ah oui, mais c'est un problème que soulèvent nombre de sociologues, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que ce que disent les sociologues, c'est que si les jeunes prennent vraiment conscience de la différence de situation qu'ils ont par rapport aux anciens, eh bien, ils pourraient se révolter et faire en sorte qu'on ait des difficultés. Ah bon? Ah. C'était éteint, brutalement. Bon, oui, alors, ça veut dire que ça pourrait venir des jeunes, hein, cette révolte, et puis que, ils disent qu'ils se débrouillent, pour ne pas dire plus, les anciens qui nous ont laissé tomber, ou alors, il faut que les anciens se mettent sérieusement à préparer leur avenir le plus âgé possible, quoi. Hein. Sinon, par exemple, ils ont une position dominante dans la société, les anciens, mais il n'y a pas d'association d'anciens très importante, c'est pas vrai, il n'y en a pas. Hein.
Mais regardez, par exemple, sauf cette année, là, depuis que Macron a fait venir des jeunes cadres, là, mais regardez depuis des décennies la moyenne d'âge des députés. Hein, c'est au-dessus de 55 ans, après 60 ans, donc bon, tout naturellement, ils ont pensé à ceux qui étaient dans la même situation qu'eux. Hein. Ça peut se comprendre tout à fait, quoi. Hein. Bien. Bon, est-ce que tu pourrais conclure ben oui. Parce que le temps a tourné. Oui, non mais ce sur quoi je voudrais conclure, c'est Il y a que... peut-être encore une dernière question avant en haut. Une jeune en plus. C'est subjectif. Hein. Merci. Non, moi j'aurais voulu dire mon sentiment. En fait, ça m'intéressait cette conférence parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup interrogée pendant le Covid en fait. Parce qu'en fait, on s'est retrouvé dans une société où il fallait qu'on sauve que mes enfants sauvent mes parents en fait. Et moi, je dois dire, je suis dans la génération X et ça m'a mise très très mal à l'aise pendant 2 ans, quand même, parce que j'entendais beaucoup de boomers, en fait, trouver ça normal, alors que moi, j'ai été élevée par des boomers, et la génération d'avant, je ne sais plus comment on l'appelle, celle qui est née pendant la guerre, en fait. Comment elle s'appelle Bon, j'ai oublié le terme. C'est pas grave, la guerre 39-45. Ouais. Et en fait, moi, on m'avait expliqué qu'on sauvait les enfants avant parce que c'était l'avenir, en fait. Et l'avenir de mes enfants, il est déjà pas bon. Et déjà, moi, j'essaye de faire tout pour préparer le terrain, organiser au niveau territorial, local plutôt, pour leur avenir par rapport à tout ce qu'ils vont rencontrer comme problème au niveau du climat et cette limite planétaire qu'on est en train de dépasser les unes après les autres. Et je trouve que même si on ne peut pas en vouloir à la génération des baby-boomers d'avoir grandi dans un système dans lequel ils ont été sans connaître d'autres paradigmes, hein, finalement, sans connaître d'autres modèles, maintenant il est temps de reconnaître en fait que ce qu'on a fait, parce que moi aussi je fais partie de ceux qui ont pollué et qui ont profité de certaines choses de la consommation, mais je veux dire, maintenant qu'on le sait, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Et je pense qu'on doit être solidaire de nos enfants et de nos petits-enfants en fait, c'est inévitable. Au moins reconnaître ça et se dire qu'ils ont une autre vision du monde que la nôtre en fait, et il faut le comprendre quoi. Je trouve ça normal d'être solidaire d'eux, puisqu'ils n'ont pas demandé à naître et qu'ils se retrouvent avec une planète telle qu'on leur laisse en fait, sans leur donner le choix. Voilà. Tu conclus? Oui. Non, je vous comprends d'autant plus que pour moi qui suis sensible aux problèmes d'environnement depuis 52 ans, je peux vous dire que j'ai vu s'aggraver la situation sans voir d'autres, je dirais, promesses que celles qu'ont fait les gouvernements qui se réunissent à 100, 150, là, qui font des grandes conférences pour dire on a traité ça, on a parlé de ça, on a parlé de ça, et puis vous allez voir, et puis on ne voit rien. Hein? C'était la 27e conférence sur le climat récemment. Ben, on n'a pas avancé sérieusement, quoi. On n'est pas capable de s'organiser. Et vous imaginez, j'ai pas fait encore le tour, je traite ça à l'Université du Temps Libre dans le Languedoc, mais imaginez comment c'est possible que les gouvernements du monde, étant donné ce qu'ils sont, vous voyez les rapports qu'il peut y avoir entre la Chine et les États-Unis, la Russie, dans quel état sont les dirigeants africains, qui ne sont pas aidés d'ailleurs, c'est déjà, mais surtout... Mais qu'est-ce qui se passe là? Il doit y avoir une temporisation qui fait que on arrive à la limite d'heure. Oh oui, c'est ça, oui. Bon, je vais finir alors, oui. Tous ces pays, je ne vois pas comment ils peuvent s'entendre. Je ne vois pas comment ils peuvent se mettre d'accord sur un projet commun pour sauver la planète. Or, il faut que ce projet soit commun, collectif, hein, avec des différences graves. Ça veut dire qu'il faut que les gens de l'Occident soient capables d'aider les pays du Sud à résister au développement de la sécheresse que nous, on provoque, hein, avec notre développement économique inconsidéré.
Je veux dire, c'est bon. Et puis, le temps que la Chine se mette d'accord pour supprimer son charbon, alors qu'elle a envie d'être une très grande puissance, d'abord, je peux vous dire que c'est pas de mal à veille. Et les États-Unis, bah, avec leur pétrole, c'est pareil aussi. Autrement dit, c'est des deux puissances dominantes qui sont pas prêtes du tout à faire en sorte que on prenne les choses en main sérieusement. Quant à l'Europe, c'est l'Europe. Hein. Elle fait ce qu'elle peut, mais elle peut peu. Donc ça va être un sujet énorme. Et moi, j'encouragerais les jeunes à se révolter davantage encore, pour faire confiance, pour prendre conscience aux anciens qu'il faut qu'ils les aident sérieusement, vraiment. Il faut qu'il y ait des engagements écologiques chez vous, c'est pas interdit. Hein. Bon, eh bien, je vous remercie. C'est une fin un peu pessimiste. Mais...